Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Marie Alondiga. Bonsoir Marie. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, je vous reçois ce soir pour votre roman qui est sorti en juillet, qui s'appelle Mes nuits avec Iggy, paru aux éditions, non, c'est plutôt nombre 7 éditions, dans le bon ordre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nombre 7 éditions est une petite maison d'édition indépendante qui se trouve à Nîmes. Je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, Marie, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et Frédéric se fera un plaisir de revenir vous les poser à la fin de la rencontre. Alors, c'est votre troisième roman, Marie. Est-ce que vous pourriez, en une minute, le pitcher? Et pendant ce temps-là, je vais montrer la couverture de votre livre. Alors, Menu avec Iggy, c'est un roman sur le pouvoir de la musique. Une femme se retrouve plongée dans le coma et à son chevet, les univers d'Iggy Pop et d'Igor Stravinsky tentent de la ramener à la vie, pour faire très court. Voilà. C'est plutôt pas mal, parce qu'on ne peut pas trop en dire. Hein. Moi, en tout cas, je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert à travers ce roman. J'ai passé un très bon moment, puisqu'il est question de musique, mais pas que. D'ailleurs, pourquoi Iggy Pop? C'est la première question qui m'est venue comme ça. J'ai dit, tiens, c'est marrant, menu avec Iggy. Pourquoi Iggy Pop? Iggy Pop, il y a longtemps que je voulais écrire sur Iggy Pop, enfin, pas sur Iggy Pop. Je voulais un roman qui fasse un peu allusion à lui avec son univers en filigrane derrière. J'aime ce qu'il fait depuis très longtemps. Mais j'ai mis un moment à trouver comment construire un roman avec ça, avec son univers. Et puis m'est venue l'idée de l'associer à Igor Stravinsky. Et là après, ça a découlé assez. Ça s'est fait naturellement, en fait, après. Les deux univers se sont mêlés comme ça. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Si vous voyez l'image de Marie figée, c'est absolument normal. Elle est dans les Bouches-du-Rhône et nous ne sommes pas sans savoir qu'en ce moment, les Bouches-du-Rhône sont en train de traverser des orages terribles. C'est pour ça que le réseau n'est pas très bon. Donc, par moment, ça se fige. Voilà, je referme juste la parenthèse. Alors, le roman commence par un accident. J'ai envie de dire que dans tout ce roman, le mot accident est aussi un fil rouge. Il y a aussi une date qui revient, qui est le 17 février. Alors, c'est en 2021, il y a 91 et il y a 81. Pourquoi Ouais. avoir choisi le 17 février comme fil rouge? Est-ce que c'était important que ces trois dates qui vont... Alors, c'est des accidents, tous les trois, ce sont des dates d'accidents. Le premier, donc le 17 février 2021, c'est l'accident de Iris. Le deuxième, on y reviendra après. C'était important pour vous d'avoir des cadres fixes? Le cadre fixe, en fait, le 17 février, c'est la date d'un concert d'Iggy Pop qui a eu lieu en 91. Le livre, c'est le deuxième chapitre du livre, un concert auquel j'ai assisté. Ensuite, les accidents tous les 17 février, accidents, j'en ai eu un, moi, mais qui n'était pas un 17 février. Donc, les deux premiers chapitres du livre sont un petit peu du vécu. Et après, ces autres 17 février reviennent en écho. C'était pas des accidents, mais ça revient en écho à ce concert. Puisque chez Iris, ce concert a été le point de départ de beaucoup de choses, de son amour pour Iggy Pop, de ce fantasme qu'elle suit toute sa vie. Elle est quand même proche du syndrome de Clérambault, elle est convaincue que c'est l'homme de sa vie. Donc, c'est ce 17 février pour elle, c'est une date importante. Et après, tous ces accidents qui ont lieu le 17 février, c'est un petit peu ça revient comme un refrain d'une chanson. C'est comme ça que j'ai voulu le construire dans le livre, en fait. Vous Voilà êtes, pourquoi le 17 février. vous êtes musicienne, vous, Marie, ou pas du tout? Alors, pendant longtemps, la musique, ça a été, non, ça a été un peu une frustration jusqu'à il y a quelques années où je me suis mise au piano. Donc maintenant, je lis la musique, je pianote un petit peu, mais vraiment un petit peu. Donc, je joue un peu, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de tiroirs dans ce roman. Donc, il y a cette histoire croisée, puisqu'on peut dire que c'est une histoire croisée. Iris va avoir un accident. Igor va être témoin, quoi. Il va assister à l'accident parce que lui, il est dans un café, il va y assister. Igor, lui, il est chef d'orchestre. Il n'est pas pianiste comme Igor Stravinsky, il est violoniste. Il compose aussi, ça c'est leur lien. Et il est
chef d'orchestre en ce moment au théâtre, en ce moment, au moment du roman, où il fait le Sacre du printemps et l'oiseau de feu, c'est ça, hein, il est là-dedans. Voilà. Au moment de l'accident, il est en représentation à l'Opéra de Paris sur l'oiseau de feu de Stravinsky. L'oiseau de feu avec une chorégraphie celle je parle de la chorégraphie de Maurice Béjart où Oui. en fait le danseur est un petit peu comme un phénix et quand il voit Iris avec cet accident, lui il voit le danseur en fait qui tombe sous les roues de cette voiture. C'est vrai qu'il y a plein de parallèles, puisque d'un côté... Alors, j'ai eu aussi une question à vous poser. Pourquoi avoir fait Igor Lenoir, puisqu'il s'appelle Igor Lenoir et pas Stravinsky, même si son surnom c'est Stra, parce il joue du violon et qu'il a un Stradivarius, pour tout vous dire, mes chers participants. Pourquoi avoir inversé et pas l'avoir laissé pianiste jusqu'au bout lui aussi, parce qu'il n'est pas fan de... comme Iris. Euh, alors dans le livre, on l'explique, il est violoniste, parce que c'est sa mère, à lui, qui était une admiratrice d'Igor Stravinsky et qui a voulu mettre son fils à la musique pour rejoindre l'univers d'Igor Stravinsky, mais elle elle l'a mis au piano pour des questions financières, parce que le piano était trop cher. Et je voulais aussi qu'il ait un instrument qui ne soit pas figé. Le piano, on ne peut pas tellement se promener avec. Il fallait pour l'histoire du livre aussi qu'il ait un instrument qu'il puisse emporter avec lui. Donc j'ai choisi le violon parce qu'Igor Stravinsky a beaucoup composé pour le violon et donc ça collait bien avec l'histoire. Mais ça aurait pu être un basson, le sac du printemps est ouvert par un basson. Enfin, il fallait en tout cas un instrument qui se déplace. Le piano, c'était compliqué. Voilà, pour coller à l'histoire. Que représente pour vous la musique? Quelle place elle occupe? La musique, elle est omniprésente dans ma vie. Elle a je crois comme beaucoup de gens, la musique, elle nous accompagne toute notre vie. La première chose qu'on entend quand on est petit, c'est des berceuses, c'est de la musique avant que ce soit des paroles. On a tous des chansons, quand on entend une musique, une chanson, tout de suite, on a le souvenir qui revient. Alors, plus ou moins suivant les personnes, mais la musique accompagne toutes nos vies. Et moi, j'ai toujours beaucoup écouté la musique. J'aime beaucoup de styles musicaux, beaucoup de choses. Suivant les moments, ça sera plus tel ou tel univers, mais j'écoute tout le temps de la musique, tout le temps. Et je ne me vois pas vivre sans musique. Enfin, c'est triste une vie sans musique, je trouve. Et par rapport à la littérature, parce que vous êtes auteur, est-ce que la place est égale entre la littérature et la musique ou il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Oh, c'est très complémentaire, hein, c'est très complémentaire. J'aime beaucoup les deux. Je crois que dans tous mes livres, je parle de musique à un moment ou à un autre. Il y a toujours un petit moment où je vais parler ou d'un orchestre ou d'une musique, mais il y a toujours un clin d'œil. Et chaque écriture de roman, je vais passer le temps où j'écris un roman, je le passe avec un certain style musical. Bon, là, c'était forcément Iggy Pop et Stravinsky, mais j'en ai un autre que je suis en train d'écrire qui est plus sur le tango. Mais il y a toujours de la musique. Le précédent qui se passait dans les camps à Auschwitz, je parle de l'orchestre qui avait à Auschwitz. Je parle beaucoup de la musique, mais c'est très complémentaire parce qu'on quand on écrit des textes, les mots ont une sonorité, ont un rythme. J'essaye aussi de mettre quelque part de la musique dans ce que j'écris suivant comment on construit ses phrases, ses chapitres courts, longs. Enfin, ça donne un rythme. Les lectures peuvent prendre aussi une forme musicale. Donc, c'est très complémentaire pour moi, la littérature et la musique. Et est-ce que vous écrivez en musique? Non, enfin, parfois. Parfois. Certains passages, oui, d'autres pas. Tout dépend du passage que j'écris. Là, par exemple, quand j'ai écrit Mes nuits avec Iggy, les passages qui font allusion à des concerts, à certaines musiques, oui, je les écris en musique. Je les écris en écoutant ça me donnait une certaine dynamique pour écrire les phrases, pour que la longueur des phrases colle avec le tempo de la musique à laquelle je faisais allusion. Là, ça m'a servi. Quand j'ai écrit les passages du coma sur l'expérience de mort imminente, je les ai faits dans le silence.
Le coma, c'est aussi un monde du silence. Enfin, tout dépend du passage que j'écris. Enfin, ça peut être en musique, mais pas, c'est pas systématique. Mais le Vraiment pas. silence est une certaine musique aussi, quelque part. Et le silence, ça existe en musique. Les soupirs, Oui, les bah oui, tout à demi-soupirs, les fait. pauses, demi-pauses. Exactement. Oui, oui, absolument. C'est Exact. aussi de la musique. Alors, vous avez parlé de rythme, et ça, c'est assez intéressant parce que justement, le rapport entre Igor Stravinsky et Iggy Pop, c'est aussi le rythme, puisqu'il y en a un qui a marqué la musique classique avec la rythmique. Donc, ça, c'est Stravinsky. Et puis, Ouais. bon, Iggy Pop, lui, c'est l'influence punk, mais on y reviendra après. Donc, on va revenir sur Iris. Donc, Iris a un accident de voiture, elle va être. Elle va être dans le coma, elle va être à l'hôpital. Et donc, je grossis pour pas trop dévoiler, mais en gros, Igor, qui a été témoin, va être attiré parce qu'il peut pas rester comme ça. Il faut qu'il aille voir ce qui s'y passe. Et finalement, il va faire la connaissance de Bérénice, qui est la sœur d'Iris. Et lui, il peut pas rester indifférent. Et alors, c'est ça qui était très intéressant dans votre roman, c'est que Iris, qui était quelqu'un plutôt, qui n'était pas du tout serein, et Igor le Noir, qui est quelqu'un de très carré, que tout est timé, ben, ça va s'inverser. C'était voulu, ça? Euh, oui, c'est voulu parce que l'accident, en fait, dans ce livre, ou les accidents qui se font écho finalement, parce que quand Igor voit l'accident d'Iris, il lui repense à l'accident qu'il va enlever sa maman quand il était petit, donc ils se font écho. Et les accidents et la musique vont modifier un peu la trajectoire de ces personnages. La vie, la sœur qui est au chevet aussi, ces accidents vont chambouler plusieurs existences parce que ça interpelle, parce qu'un accident, même si c'est pas, si on n'est pas soi-même victime, mais quand on a quelqu'un, on assiste à un accident ou si c'est quelqu'un de proche, ça emmène des questionnements, on se demande pourquoi on va dans notre vie dans cette direction, puis tout d'un coup on se dit mais est-ce que c'est le bon chemin? Pourquoi je fais ça? Est-ce que si on se rend compte avec un accident que tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre et on se dit et si ça m'arrive à moi, si ça s'arrête, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose? Est-ce que tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est vraiment ça? C'est ce que j'ai envie? C'est ce pourquoi je suis fait? Donc, en fait, tous les personnages, de façon différente dans ce livre, vont, par cet accident, se poser plus ou moins directement cette question. Est-ce que je fais ce qui est en accord avec moi-même? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Et c'est un peu ça, la question Est-ce qu'on peut que dire posent les accidents. que ce roman est à la fois une histoire d'amour, une histoire de reconstruction et de renaissance? Ouais. Absolument, c'est ça. Tout se mêle, tout se mêle. Et par ce coma, donc Iris est dans le coma. On ne sait pas si elle va en sortir ou pas. Sa sœur est convaincue qu'en lui passant du Iggy Pop, forcément, elle va revenir. Igor, lui, dit non, non, et c'est Stravinsky qui a ce pouvoir-là. Donc, les deux sont convaincus qu'ils vont y arriver, mais pas par le même chemin. Et elle est dans ce coma et elle vit une expérience de mort imminente. Donc, elle ne se pose même pas la question de revenir, de mourir. Elle est dans ce coma où elle se sent finalement assez bien. Donc elle revoit aussi sa vie, mais finalement, pour elle, c'est peut-être moins violent que pour ceux qui sont à son chevet. Elle Oui, est, elle est très elle, bien. Alors, elle le dit plusieurs fois, elle est bien, elle est dans un univers ouaté, doux, où il n'y a plus de questionnement, de dualité, tout va bien pour elle finalement. C'est pour ceux qui sont à côté que ça va moins bien. Alors c'est bien parce que dans ces chapitres où Iris est ce que vous l'appelez entre l'entre-deux-mondes, ça nous donne des éléments sur ce qui s'est passé et ce qui est un peu dans la tête d'Iris. Parce que ce que vous soulevez aussi, bon, c'est l'histoire d'une fan, je veux dire le mot fan, elle est Oui. groupie, elle adore Iggy Pop et ça va jusqu'au plus loin parce que même elle a envie d'être sa muse, c'est son dieu vivant, ça pousse à l'extrême. Est-ce que vous avez pour travailler là-dessus, je sais pas, vous avez fait comment pour travailler comme ça? Vous avez eu des fans ou vous-même vous étiez fan et bon, vous avez... Non, moi j'ai jamais été fan à ce point-là, mais oui, voir certains. Moi, ça m'a toujours sidéré de voir que certains ou certaines fans s'évanouissaient devant leur idole. Moi, il y a des chanteurs ou des artistes dans d'autres domaines que j'aime beaucoup, qui me subjuguent,
de là à perdre connaissance, donc j'ai un peu étudié aussi tout ça, de comment on peut en arriver à ce point-là. Et je crois que ça rejoint l'histoire du pouvoir de la musique parce qu'on met dans cet artiste, dans ce personnage, on y met toutes nos failles en fait. Et on essaye à travers cette image, à travers ce qu'il va représenter pour nous, on essaye de se réparer, de prendre ce qui nous manque dans notre vie, manque d'amour, manque de considération. Ça peut être plein de choses. Je pense que suivant les personnes, c'est même toujours des choses différentes. Et donc, elle, c'est comme, elle se répare en fait avec Iggy Pop de la perte de son amour de jeunesse qui était musicien et qui est mort dans un autre accident quelques mois avant le concert. Et donc, elle met dans ce concert, ils devaient y aller ensemble, et elle se répare comme ça. Elle met tout cet amour qui est devenu impossible puisqu'il est mort, sur cette idole qu'ils avaient en commun. Et elle, ça va vraiment très loin, et ça devient sa raison de vivre, en fait. Même une obsession, vous l'écrivez, c'est une obsession. Ah, c'est carrément une obsession, ça devient une obsession. Elle le vit comme ça, Et on n'imagine pas qu'elle aurait pu vivre sans lui après. C'est tellement ça l'habite. Ce qui est dingue et sans rien dévoiler, c'est que bon, au début, elle est jeune, on se dit, bon, bah, elle est jeune, elle est fan d'Iggy Pop, mais on apprend par la suite que même encore, elle avait encore cette obsession et que son but, c'était vraiment de rencontrer Iggy Pop. Alors, Iggy Pop, mais quel personnage! Alors, vous écrivez, alors je vais vous citer, à la page 131, donc on sait que Iggy Pop, lui, c'était le mouvement punk hein, au tout début. Et si le punk aujourd'hui, c'était justement cette capacité à toujours se réinventer? Je trouvais ça intéressant comme question et je... Est-ce que finalement, c'est pas ça? Ben, c'est la question que je me pose. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter de réponse, mais pourquoi ça ne serait pas ça, le punk aujourd'hui, justement, se réinventer? Il y a eu ce mouvement bon, dans les années 70, Oui. mais aujourd'hui, c'est quoi être punk aujourd'hui? Et je crois que Iggy Pop le montre quand même pas mal parce qu'il a évolué, il joue encore, il est toujours fidèle à lui-même. Et en même temps, il a su évoluer, il a su suivre un mouvement. Enfin, je trouve qu'il arrive sans trahir ce qu'il était, je trouve qu'il arrive à se réinventer. Et, et c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Il garde justement, il est toujours punk, mais il est peut-être pas le même punk qu'il était avant, enfin, sans se renier. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais Alors, c'est ça. En fait, ce qu'il y a derrière cette question, c'est ça. C'est se réinventer. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Stravinsky, c'est parce qu'il s'est réinventé tout au long de sa carrière. Il a tout essayé, il a composé pour beaucoup d'instruments qu'il ne jouait pas lui-même. Il a voulu explorer la musique vraiment dans une large palette. Et puis le Sacre du printemps, bon, ça a quand même été un scandale au départ. Ça a été aussi c'est arrivé à un moment où on n'attendait pas du tout ça. On aimait aller au ballet, on aimait aller écouter la musique, mais bon, voir danser des arbres, c'était pas tellement ce qu'on attendait en 1913. Donc voilà, lui aussi, il a su inventer quelque chose et se réinventer au fur et à mesure de sa carrière. alors, on aimerait bien savoir si Iggy Pop a lu votre roman et on aurait bien... Vous, j'imagine que vous aimeriez bien savoir qu'est-ce qu'il en penserait de ça, parce que ça peut l'intéresser. Hein. Je trouve que finalement, soigner quelqu'un qui est dans le coma, quoi, soigner, faire écouter à quelqu'un qui est dans le coma du Iggy Pop et qui plus est jouer au violon, je pense que ça l'intéresserait beaucoup et moi, j'aurais très envie d'écouter ça. Alors, il sait que le livre existe. Je ne pense pas qu'il l'ait lu puisque le livre est écrit en français, il n'est pas encore traduit. Alors, peut-être il sera traduit à un moment donné. Mais peut-être il prévoira de jouer au violon, je ne sais pas. C'est marrant que vous n'ayez pas fait de bande originale du livre. Souvent, les auteurs, quand ils parlent beaucoup de musique, à la fin de leur livre, ils font, parce que vous évoquez tout au long du roman, par des bouts de chansons, de paroles de chansons d'Iggy Pop, ça vous a pris du temps, ça, de faire toutes ces... vous avez écouté toute la discographie d'Iggy Pop? Bah, disons, je la connaissais déjà avant. Ouais. Donc, donc je connaissais quand même assez bien ce qu'il avait fait. Mais j'ai dû réécouter à peu près tout. Enfin, tout, on ne va jamais dire tout parce qu'il va toujours manquer un morceau,
j'ai beaucoup réécouté durant l'écriture du livre, qui a duré, j'ai mis à peu près une année à écrire ce livre. Donc oui, j'ai eu le temps d'écouter, de réécouter les morceaux, les interprétations. Alors Oui, que oui, moi, René, c'est pas hip-hop que j'ai eu envie d'aller écouter. Alors ça rejoint ce que vous écrivez aussi dans votre roman. J'ai été interpellée par la musique classique. Moi, je suis allée réécouter Igor Stravinsky. On peut être, selon vous, on est plus marqué par la musique classique. On peut être plus interpellé par la musique classique que par la musique moderne, par rapport au livre, vous voulez dire, non? en général. En général, plus interpellé. Disons que la musique classique, à part les musiciens classiques qui connaissent beaucoup mieux les répertoires, euh, je- euh, c'est vrai que la musique classique, quand on pense à la musique classique, on ne pense pas forcément à Igor Stravinsky d'abord. Peut-être parce qu'il a écrit ses compositions les plus connues sont des ballets. Donc, ceux qui sont fans de ballet, qui aiment la danse, qui aiment ce genre de choses vont connaître. Les autres peut-être un peu moins. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans la musique d'Igor Stravinsky. Euh, Même dans ces ballets, il y a eu beaucoup de chorégraphes qui se sont penchés dessus depuis les créations des anciens, des contemporains. Et dans les ballets qui ont été chorégraphiés, il y a aussi beaucoup de différences suivant, suivant les chorégraphes. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, oui, je pense, dans la musique classique, des choses qui sont très méconnues. On connaît de noms, on connaît, tout le monde a entendu parler du Sacre du Printemps. Tout le monde n'a pas forcément écouté le Sacre du Printemps. Voilà, j'ai découvert beaucoup en écrivant le livre, hein, moi-même. Je connaissais quelques ballets, quelques morceaux, mais il y en a beaucoup que j'ai découvert en écrivant le livre. Non, mais quand je disais ça aussi, c'est souvent quand on a des amis, on arrive chez eux et qu'ils écoutent de la musique classique, on est toujours interpellé. On dit toujours, ah, toi, t'écoutes de la musique classique. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée de dire à quelqu'un, tiens, tu écoutes Iggy Pop, toi. Alors que quand c'est de la musique classique, on est tout de suite interpellé et on va le mentionner. On va dire, tiens, toi, tu écoutes de la musique classique. C'était plutôt dans ce Et sens. ouais, c'est peut-être ça être punk aujourd'hui, écouter de la musique classique, justement. Donc, c'est quoi le pouvoir de la musique, en fait? C'est savoir se réinventer, c'est marquer les esprits, c'est quoi? C'est soigner, c'est... La musique, elle a beaucoup de pouvoir, je crois, la musique. Euh, Là, oui, il y a beaucoup de musiques différentes. S'il y a la musique peut nous aider à endormir un bébé. La musique peut être militaire pour motiver les troupes. La musique, elle peut être religieuse, elle peut nous faire pleurer, mais pour différentes raisons, de rage, de colère, de tristesse, de mélancolie. La musique a beaucoup, beaucoup de pouvoir. On dit que la musique, c'est une vibration. Et la musique, c'est cette note. Le corps humain a sept chakras et les vibrations de la musique arrivent à faire dans le corps, à faire vibrer les molécules d'eau. Alors, suivant la vibration qui va être émise par la musique, le style de musique, mais elle ne va pas nous faire vibrer de la même manière. Donc le pouvoir, on ne va pas écouter la même musique quand on se couche le soir que quand on va faire un jogging, que quand enfin, à différents moments, ce qu'on recherche. Mais on peut toujours trouver un écho à nos émotions ou à nos actions, ou à ce qu'on veut faire dans la musique. Elle ne va pas être la même, suivant les moments, suivant les jours, les envies, les humeurs, tout, mais on peut toujours en trouver une qui nous corresponde. Alors, à la fin du roman, sans du tout dévoiler ce qui se passe à la fin, vous revenez à la littérature puisque vous nous parlez de Verlaine. Pourquoi Verlaine vient-il s'immiscer au milieu de ces deux musiciens si présents? De la musique avant toute chose, disait Verlaine. C'est peut-être là le clin d'œil, même si je ne cite pas Verlaine, mais c'est peut-être un petit peu ça le clin d'œil que j'ai voulu mettre à la fin en mettant en scène Verlaine qui va peut-être réunir les deux univers musicaux sans rien vouloir dévoiler. Mais c'est un peu ça. La littérature rejoint la musique ou la musique rejoint la littérature. On peut le faire dans les deux sens. Et la peinture, parce qu'il y a aussi un peu de question de peinture aussi, Ah, quelque la part. peinture, ouais.
c'est aussi un autre art qui aussi a un certain pouvoir sur les émotions. Alors, c'est différent, c'est peut-être moins accessible parce que la peinture, c'est plus méconnu peut-être. Faut faire la démarche, la musique, la littérature. Enfin, c'est facile à trouver un livre de la musique, on en entend à peu près partout. La peinture, faut aller, si on n'est pas connaisseur, on peut en avoir chez soi, mais sinon, il faut quand même faire la démarche d'aller dans un musée, d'aller voir une expo. C'est quelque chose qui demande un effort plus prononcé peut-être, voilà, moins accessible. Mais on en fait à l'école, donc bon, on est initié aussi. Croyez-vous qu'on échappe à son destin, Marie? Qu'on échappe à son destin, c'est une bonne question, ça. Il y a aussi une question de destin dans ce roman, quelque part. Ah, il est beaucoup question de destin. Ouais, ouais. Qu'on y échappe. Alors, je ne sais pas si on y est. Je sais pas s'il y a un destin qui est véritablement écrit. Euh, on est probablement là, chacun pour quelque chose. Après, on ne sait pas forcément pourquoi. Échapper à son destin. On a en tout cas la liberté de s'interroger sur ce qu'on fait, ce qu'on est. Est-ce qu'on est en accord avec soi-même? Et à partir du moment où on est en accord avec soi-même, on est dans le bon destin. Je ne sais pas. Je sais pas si on échappe à son destin. On sait qu'on va mourir un jour, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et après, on est libre de choisir le chemin qui va nous y mener, sans savoir où ça va se terminer. Donc, y échapper, peut-être pas, mais on a le choix du chemin, de la route en tout cas, à emprunter. Alors, vous êtes plus Iris ou plus Igor? Ah, Mhm. ça dépend des jours. Je sais pas. Peut-être un peu des deux, ouais, effectivement. Il y a des moments où Les trois. Et Guy aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, lui. vit un peu de tout. Je crois qu'on met, quand on écrit, on met un peu de soi dans chacun de ces personnages et ils répondent à. Ce sont des traits grossis peut-être de nos caractères, mais je suis aucun des personnages et à la fois un peu tous, ouais, peut-être. Alors, c'était voulu que les trois, Iggy, Igor, Iris, les prénoms commencent par I ou pas du tout? Oui, oui, je ne sais pas pourquoi. Je voulais qu'il y ait un. C'est aussi dans la sonorité, c'est sur Ouais, la c'est ce que j'allais musique, dire. sur le son. Oui, je fais un peu attention à tout ça, des prénoms. Bon, Igor, Iggy, bon, c'était quand même déjà très proche. Oui, je voulais lui donner un prénom qui soit sur cette lignée-là, qui soit court, avec à peu près une sonorité proche. Donc voilà, Iris. Et puis Iris, c'est les yeux aussi, c'est ce regard qu'elle perd quand elle est dans le coma, puisqu'elle a les yeux fermés, mais elle a à la fois une vision, puisque dans sa tête, il se passe quand même pas mal de choses. Donc elle n'a pas les yeux pour voir, mais elle a son esprit tout foisonne à l'intérieur. Et alors, ça, c'est une question difficile pour un auteur. Quel est le personnage que vous avez plus affectionné? Est-ce qu'il y en a un qui vous avez plus aimé incarner ou ils sont surtout sur un pied d'égalité? Ah, ouais, ils sont peut-être tous sur un pied d'égalité, oui. Euh, Qui vous a posé des ouais. problèmes ou pas? Il y en a un qui vous a amené là où vous ne voulez pas aller et finalement, il vous a tiré par la main en disant maintenant, tu vas y aller, même si tu ne veux pas y aller, il faut que tu y ailles. Est-ce que c'est arrivé ça? Euh, Oui, peut-être le personnage de Christophe, qui est vraiment un personnage secondaire, qui lui est celui, j'ai mis tout ce que j'aimais pas en lui. En fait, c'est un peu ça. C'était celui qui allait prendre ce qui me plaisait pas chez les autres, ben lui, il l'a. Voilà, c'était pas de bol, hein, mais bon, c'est Alors, tombé sur lui. vous avez évoqué au tout début que vous-même, vous avez eu un accident, parce que c'est vrai que le roman débute par une scène d'accident qui est très réaliste. Est-ce que Ouais. pour vous, c'était aussi une sorte de thérapie d'écrire sur un accident physique? Non, c'était pas une thérapie, mais l'accident a déclenché l'écriture de ce livre, même si l'idée existait auparavant. Bon, j'ai écrit le livre allongé puisque je ne pouvais pas être autrement. Et donc, on parlait de musique. J'avais commencé avant cet accident à jouer du piano. Et il se trouve qu'après l'accident, pendant un an, je ne pouvais pas rester assise. Donc, je n'ai pas pu rejouer du piano.
Alors, est-ce que dans ce sens-là, c'était une thérapie d'avoir la musique? Peut-être parce que je ne pouvais pas aller écouter des concerts, je ne pouvais pas rester assise pour jouer du piano. Alors, c'est vrai que j'ai été privée pendant plusieurs mois de beaucoup de choses. Donc là, j'ai convoqué les musiciens, la musique, les ballets, tout ça à côté de moi pendant l'écriture de ce livre, quoi. Oui, une réparation peut-être, mais Non, je n'ai pas dit réparation, j'ai dit thérapie, moi. Parce que... thérapie, non, pas. C'était pas une thérapie. C'était une façon d'avoir accès à tout ça sans pouvoir trop bouger. Ouais. Alors, je crois qu'il va y avoir une adaptation scénique de votre roman. Ça, on a tous envie, hein, quelque part. Parce qu'on a, je vous dis, on a très envie Voilà, c'est l'idée. Ouais, c'est une idée qui germe. Ça devrait se faire début d'année prochaine. Donc, adapter le roman sur une scène. Ouais. Avec 2 musiciens qui joueront ces univers-là. C'est en projet bien avancé, on va dire. Voilà. Donc, ça veut dire que vous remaniez le texte, du coup? Oui, il va être remanié, oui. Pour que ce soit vraiment adaptable, parce qu'il y a... Et puis, pour donner que ce soit plus facile aussi à mettre en scène. Il y a certaines choses qui vont être enlevées, d'autres peut-être ajoutées. Enfin, on va voir, puisque les musiciens auront plus envie de jouer. Enfin, oui, tout, ça va se retravailler, ouais, complètement. Et cette date du 17 février, vous savez quel est le scène du jour du 17 février ou pas? Parce que je cherchais, du coup, je me dis, si là Ah je fais non. 17 février, bon, rien à voir, hein, parce que je me suis dit, parce qu'il y a c'est la Saint-Alexis, bon, voilà. Parce que je me suis dit que pour autant avoir ce 17 février qui revient, je suis allée chercher loin. Moi, je suis allée faire des recherches, j'ai dit, mais qui est mort un 17 février? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est vraiment du hasard, quoi. Ah oui, oui. Enfin, du hasard, non, c'est parti de la date du concert. La date Oui, du ah oui, concert, voilà. Et après, en fait, j'ai tout construit autour de cette date de concert. un concert qui s'est passé Donc, en le Espagne. concert a eu lieu le 17 février. S'il avait eu lieu le 2 mars, ça aurait démarré le 2 mars. Mais voilà, c'est la date du concert qui a construit le reste. Voilà. Donc, un concert qui s'est passé en Espagne, ça a une importance parce que quand Oui. Iris est dans son coma, justement, et qu'elle revient en Espagne, elle dit je repasse la frontière. Et c'est vrai que la frontière entre le réel, les rêves, parce que justement, Elle dit de l'autre côté. elle est de l'autre côté. Voilà, elle dit de l'autre côté. Parce qu'au moment quand ils évoquent d'aller assister à ce concert d'Iggy Pop, son amoureux de l'époque lui dit est-ce que tu sais qu'il passe de l'autre côté bientôt? Et là, elle prend peur, elle se dit, mais de l'autre côté, elle imagine une sorte de séance de spiritisme ou un truc comme ça. Elle dit non, mais non, de l'autre côté de la frontière. Et après, tout ça lui revient, puisque comme justement cet ami-là décède, et à un moment, elle se dit, je peux le retrouver que de l'autre côté, mais de l'autre côté, quand je serai morte, quoi. Donc oui, cette notion de l'autre côté, j'ai un peu joué avec dans le livre. Non, c'est assez intéressant parce que oui, effectivement, est-ce que dans les rêves, on peut réparer des choses? Est-ce qu'on peut changer le cours des choses dans les rêves? On a l'impression qu'on pourrait, dans ses rêves, changer, mais quand la réalité revient, c'est pas du tout pareil quand même. Non, elle nous rattrape après la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui vous a apporté ce livre? Qu'est-ce qui m'a apporté ce livre? Il m'a apporté beaucoup de choses. Un autre regard sur Igor Stravinsky, que je connaissais moins bien. Il m'a apporté, je pense que c'est... l'écriture d'un livre, je crois que ça fait grandir toujours parce qu'on démarre avec une idée, puis le livre se construit au fil de l'écriture, au fil des pages. Mais moi aussi, j'ai l'impression que je me construis, que ça m'apporte toujours quelque chose. Bon, je me documente beaucoup, je me suis beaucoup documentée sur ces expériences de mort imminente, sur le coma. Sur le coma qui, d'ailleurs, j'ai appris pendant l'écriture de ce livre, coma, c'est un terme qui existe en musique avec 2 M. Ça désigne un intervalle en musique. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, puisque c'est un intervalle court entre deux et qui est utilisé quand on accorde des instruments. Et ça rentre dans la construction du tempérament en musique. Et j'ai trouvé ça aussi, ça m'a peut-être aussi apporté ce genre de connaissances, puisque le coma,
quand on rentre et quand on en sort, alors qu'on en sorte vivant ou qu'on en sorte mort, mais forcément, on n'en sort jamais pareil que quand on y est rentré. Parce que si on en sort bon, mort, on est mort. Mais si on en sort vivant, tous ceux qui en sont sortis n'ont pas repris leur vie là où ils l'avaient laissée. Il y a eu beaucoup de choses dans leur tête, dans leur façon d'être qui changent. Donc, ce livre m'a peut-être apporté un autre regard sur... alors, le livre, l'accident que j'ai eu, c'est peut-être tout s'est mêlé, mais oui, sur ma vie, sur les choix, sur ce que j'ai envie de faire, sur le rapport aux autres, sur un autre regard, hein, sur beaucoup de choses peut-être. Ouais. Le rapport sérénité-douleur, calme, agitation, comme vous l'évoquez, et le Mhm. silence et la musique, c'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Peut-être un équilibre un peu moins instable entre les deux, on va dire. Il pourrait y avoir une suite à ce roman. Il faut toujours y avoir une suite, oui. Après, est-ce qu'il faudrait faire une suite? Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Je ne sais pas, peut-être. C'est pas une idée qui m'est venue comme ça. Oui, après une suite, on peut toujours imaginer une suite. Mais reste à trouver ce qui donnerait du piment à la suite. Voilà. Je vois que Frédéric nous a rejointes. Oui. Alors, je vous ai écouté déjà attentivement. Alors, Marie, d'abord, je crois que nos auditeurs aimeraient mieux vous connaître. Alors, de quel univers venez-vous? Quel univers Professionnel, voilà. Qui êtes-vous? Professionnel. J'ai fait, avant d'écrire, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis originaire du Pays Basque déjà. J'ai fait des études à Bordeaux et des études où j'étais en fac de physique-chimie qui ne m'ont pas mené Ça, très c'est loin. intéressant déjà. Vous n'étiez pas en fac de lettres, vous étiez en physique-chimie. Non, je n'étais pas en fac de lettres. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours écrit, même si j'écrivais pour moi et je déchirais tout de suite. Je ne voulais pas que ce soit lu. J'ai fait une fac, oui, scientifique. Et puis après, j'ai vite laissé tomber. J'ai travaillé dans le commercial, j'ai été hôtesse de l'air, j'ai fait pas mal de la restauration à Londres, à Paris, un peu partout. Et puis, je me suis arrêtée de travailler quand j'ai eu mes enfants. Et c'est là que je me suis mise à écrire de façon plus suivie. Quand ils faisaient les sièges, je me suis remise à écrire. Et puis, au départ, comme j'ai toujours écrit, j'écrivais des petits textes. Et puis, au fil des jours, ça a pris forme, ça a donné une histoire qui a donné un roman. Puis à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas publier? Ça a été publié. Puis ensuite, je continue à écrire. Et de fil en aiguille, voilà, ça a pris forme, sans que ce soit forcément prémédité, on va dire, au départ. Enfin, j'écrivais parce que j'aime écrire, j'aime raconter des histoires, je me pose toujours beaucoup de questions sur tout. Donc, en fait, dans mes romans, c'est une question d'écrire ces questions et pas forcément d'apporter des réponses, mais apporter des hypothèses. Voilà, des hypothèses de réponses possibles. Voilà. En général, d'ailleurs, les romans qui nous apportent des réponses sont assez pénibles. Oui, oui. Les romans qu'on aime sont ceux surtout qui nous ouvrent des portes dans lesquelles on a envie de s'engouffrer, mais pas forcément qui nous se perchent sur notre épaule pour nous dire ce qu'on doit penser avec des réponses. Vous avez écrit pour la jeunesse? Non, non. Alors, je n'ai pas écrit pour la jeunesse. En revanche, mon précédent roman, qui s'appelle Purana, est un roman historique qui démarre dans les camps d'Auschwitz en 1943 et avec lequel je fais des ateliers d'écriture ou des rencontres en collège ou lycée, puisque c'est au programme des troisièmes, première et terminale. Donc, ce n'est pas un écrit pour la jeunesse, mais c'est un écrit qui me permet d'être en contact avec la jeunesse et d'avoir des échanges, des débats très intéressants d'ailleurs, et avec des jeunes autour de mes écrits. Voilà. Et alors, celui-là, c'était le précédent? C'était le précédent, oui, pour Anna. Ah oui, mais alors là, il faut que vous m'expliquiez comment on saute des camps de concentration à Iggy Pop, hein, parce que ça...
Ah bah oui, c'est comment on saute. Alors, je ne vais pas vraiment sauter. Pour Anna, c'est un roman qui m'a demandé 4 années de recherche, dans lequel je reviens sur la Shoah, mais je traite aussi le côté endoctrinement, avec la construction du nazisme, la montée en Allemagne et comment ça a pu fonctionner. Ce roman-là, j'ai eu envie de l'écrire, je pense, depuis mon adolescence, quand moi-même, en classe de troisième, j'ai vu les documentaires Nuit et brouillard et autres, et où je me suis dit comment l'être humain peut en arriver à faire ça, comment on peut en arriver là, et j'ai fait toutes ces recherches pour répondre à cette question, à laquelle je ne peux toujours pas répondre, mais ça a donné un livre parce que c'est tellement incroyable qu'on en arrive là. Et puis quand on voit aujourd'hui, on se dit à la fois c'est incroyable et à la fois on se dit mais ça pourrait très bien recommencer. Donc voilà, ce livre-là, c'était pour répondre à cette question-là. Et je n'ai pas sauté de là à Iggy Pop, mais la musique répond à une autre question. D'ailleurs, dans Purana, je parle beaucoup de l'orchestre qu'il y avait dans le camp d'Auschwitz, un orchestre dans lequel les musiciens étaient des détenus, mais des détenus non juifs, puisque les juifs n'avaient pas le droit d'être musiciens, c'était donc les autres, les droits communs, les tziganes, qui pouvaient jouer. Donc là aussi, il y a une histoire de pouvoir de la musique, même dans le camp, pouvoir pour les gens, ceux qui pouvaient jouer, ceux qui ne pouvaient pas jouer, il y avait encore une barrière, et ça mettait, si on peut dire, un petit peu on ne peut pas dire baume au cœur, mais bon, ça a aidé quelque part aussi à essayer de lutter, d'essayer de s'accrocher à la vie, alors que c'était difficile. Donc, je ne suis pas passée de l'un à l'autre, mais c'est des sujets différents qui me tiennent à cœur. Et puis, bon, je n'allais pas réécrire un deuxième ouvrage sur le même thème exactement, ou alors si je recommence à écrire sur l'histoire, ça sera pas pour apporter, mais pour traiter encore autre chose, quoi. Le but n'est pas d'écrire le même livre plusieurs fois avec des personnages différents. Ouais. Donc, c'est ça aussi que j'aime, c'est faire des choses qui ont peut-être rien à voir en apparence, mais qui vont toujours questionner, qui questionnent quand même sur la légitimité de vivre. Puisque dans les camps et sur Auschwitz, on se dit qu'il y a des êtres ou des religions ou des races qui n'ont pas le droit de vivre par rapport à d'autres. C'est ce qui se passe quand on étudie l'histoire et la Shoah. Et là, c'est la légitimité de vivre quand on est dans le coma. Qu'est-ce qui peut nous faire revenir? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va revenir? Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va basculer, on va mourir? Est-ce que c'est notre condition physique? Est-ce que c'est notre psychisme? Est-ce que c'est ce qui va se passer dans cette chambre d'hôpital au chevet? Qu'est-ce qui va donner à cette vie un peu plus va la rallonger ou va l'arrêter là? Enfin, c'est là où ça se rejoint peut-être un petit peu. C'est ceux qui sont sortis du camp et ceux qui ont péri dans le camp. C'est aussi, voilà, c'est des mondes où la mort, elle peut nous happer et où on peut peut-être s'en sortir. Mais qui va s'en sortir et qui va périr? Et à quoi ça sert? Ouais. On a une fidèle, Claude, qui vous demande, pensez-vous que la musique nous révèle à nous-mêmes? Ah oui, je pense. Enfin, c'est très personnel, mais je pense que oui, ça nous révèle, et je pense qu'on se révèle à travers elle aussi. La musique, elle produit quelque chose sur nous. On le voit même, on a la chair de poule. Certaines musiques vont nous donner la chair de poule, d'autres vont nous faire monter les larmes aux yeux. Donc, ça provoque quelque chose. Et ce que ça provoque, et parfois, on peut être surpris de ce que ça provoque, parce que ça peut être... Il y a certaines musiques qu'on connaît, qu'on aime écouter, qui vont provoquer quelque chose, on est habitué. Et parfois, ça peut être une musique qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais entendue, ou alors une qui nous a laissé indifférente pendant longtemps, puis tout d'un coup, ça nous interpelle, ça nous provoque une réaction à laquelle on n'est pas habitué. Et là, on se dit, mais pourquoi aujourd'hui ça me fait ça alors que d'habitude, cette musique-là, ou j'aime pas du tout, ou bien ça me laisse indifférent. Donc oui, ça nous révèle, ça nous amène un questionnement en tous les cas.
J'imagine que vous savez qu'il y a certaines salles de réveil à l'hôpital où on met des violoncellistes. Oui. Puisqu'on dit que le violoncelle est l'instrument de l'âme, et ça arrive qu'on mette des violoncellistes en salle de réveil ou d'autres musiques, d'ailleurs, pas forcément le musicien en chair et en os, mais parfois ils mettent de la musique dans les salles de réveil à l'hôpital. Ouais. C'est parti un petit peu aussi de là, l'idée du roman, c'est cette musique, parce que d'amener la musique au chevet d'Iris dans le coma, c'est parce que ça existe, ça se fait. Donc c'est Oui, pour ça ça. se Bon, fait. là, je le mets dès le départ et je le mets un peu différemment de ce qui se fait dans la réalité. Mais oui, c'est parti du. C'est pas systématique, hein, d'ailleurs, mais Non, et c'est pas systématique. il y a une chose que j'ai entendue tout à l'heure, vous parliez de tango, qui est peut-être votre prochain roman, c'est ça? Oui, c'est un roman dont l'écriture est Est en quasi cours. terminée, oui. Quasi terminé. Ah, déjà? Super. Ouais. Et donc, vous avez appris à danser le tango? Non, je ne sais pas danser le tango. Non, mais j'aimerais bien. Non, j'ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de danse, mais le tango, non, je n'ai pas appris. Mais pourquoi pas? Bah justement, tiens, ça m'amène à une autre question. Quelle est la place du corps pour vous dans l'écriture? Ah, la place du corps. Il a une place très importante, le corps, dans l'écriture, dans la musique. Moi, j'aime beaucoup la danse. Il a une place importante parce que j'écris jamais dans la même position, dans le même endroit. Je bouge sans arrêt. Donc, et suivant ce que j'écris, je ne vais pas être dans la même position. Enfin, c'est marrant. J'investis. Tout mon corps s'investit dans l'écriture. Je vais être peut-être plus recroquevillée quand j'écris quelque chose comment dire, de volontaire, quand je veux que ça aille de l'avant, que ça avance, et je vais être plus allongée ou semi-couchée quand c'est un moment plus doux, plus calme. Suivant ce qui se passe, j'ai pas la même position. Je vais avoir une position plus agressive, plus passive, mais bon, ça c'est très personnel, hein. Vous Mais oui, écrivez vous écrivez au lit, donc c'est le seul métier qu'on peut pratiquer sans se lever le matin. alors, c'est rare que j'écrive allongée, à part Mes nuits avec Iggy. Mais oui, je peux écrire allongée, je peux écrire debout. C'est très chic, hein. À part Mes nuits avec Iggy, je trouve le titre très chic. J'ai pas Quel compris est votre question. je disais, est-ce que vous écrivez couché? Mais vous m'avez répondu. Mais justement, le lit, quand on est petit, est un endroit où on lit sous la couverture, où on a des souvenirs de lampe de poche et d'extinction tardive à cause d'un livre. C'est quel livre qui vous a fait faire ce genre de folie, d'éteindre votre lampe à 2 heures du matin pour ne pas le lâcher? Oh, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Le premier dont vous vous souvenez? Un livre dont je me souviens qu'il y a. Il y a eu récemment, il y a eu c'est Par-delà les frontières ou Au-delà des frontières de André Makin. Oui, ce livre-là, oui, je l'ai lu. D'ailleurs, j'ai fini le livre, je suis revenue au début tout de suite, tellement j'ai été subjuguée par ce roman. Donc oui, celui-là, mais il y en a eu plein d'autres, hein, comme ça, où je lis, oui, en n'importe quelle heure. Et votre premier choc de lecture, c'était quoi? Mon Celui premier qui vous a fait réaliser que la lecture était une magie, un pouvoir, quelque Ça, chose c'était quand j'étais toute petite. Oui, oui, c'est ça que je vous demande. C'était les classiques, hein, les Malheurs de Sophie, les 4 filles du docteur March, que j'avais beaucoup aimé. Oui, il y a eu plein. J'ai lu toute la littérature jeunesse dès que j'ai appris à lire. J'ai appris très jeune et j'ai dévoré tout ce qui me passait sous la main. Tous ces personnages-là, ouais. Et je lis encore beaucoup. C'est ce que les personnes qui écrivent en temps commun, en général, de lire et Oui, d'écrire. bah C'est oui, assez oui. rare, hein, quand même. Je n'en ai rencontré qu'un qui m'a dit qu'il ne lisait jamais, un écrivain. Moi, je crois que c'est assez rare, effectivement. Que je ne citerai pas. Qu'on a reçu d'ailleurs, pour ceux qui veulent chercher la devinette. Moi, je n'ai plus de questions, Nathalie. Moi, je voudrais rebondir. J'aimerais bien que Marie nous donne un conseil lecture, justement. Quel Un conseil? conseil lecture, là, Pleine Terre, Corinne Royer.
Je crois que c'est un roman qui est très d'actualité, qui est excessivement bien écrit et qui parle d'un thème qui nous touche, qui touche tout le monde, qui touche le monde paysan. Et conseil lecture, voilà celui-là. Donc, Pleine Terre, Corinne Royer chez Actes Sud qui est sorti pour la rentrée littéraire. En tout Absolument. cas, moi, je préconise à nos amis participants d'aller rapidement en librairie se procurer le livre de Marie Alondiga qui s'appelle Mes nuits avec Iggy parce que vraiment, vous allez passer un très bon moment. Vous allez écouter de la musique intérieure. Ça va vous donner envie d'aller réécouter Iggy Pop, Stravinsky, découvrir ou redécouvrir Stravinsky. Voilà, c'est un très bon moment. Allez-y. N'hésitez pas une seule seconde. Vous dire que jeudi, on se retrouvera à 19h avec Andrei Gerasimov pour La Rose des Vents, paru aux éditions des Sirtes. Cette rencontre sera en russe. Alors, je vous rassure, je ne parle pas couramment le russe. Il y aura une traduction consécutive et il sera interrogé par une jeune blogueuse. Voilà, on vous donne rendez-vous donc jeudi à 19h. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, votre Merci livre est beaucoup. paru chez Nombre 7 Éditions. Vous pouvez aller voir aussi leur site. Vous découvrirez un nouvel éditeur, bon, un nouvel éditeur non, parce qu'il existe depuis 10 ans, un éditeur indépendant qui se trouve à Nîmes. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle soirée et puis à très vite.